Je m'appelle Manuel Valente, je suis ingénieur système à la maison de Bitcoin. Je m'occupe surtout des machines informatiques et des choses de ce genre-là. Je suis quand même capable de vous décrire globalement tout l'ensemble de la technologie Bitcoin sur ses tenants et ses aboutissants. Et je vais pouvoir essayer de répondre à toutes vos questions. On avait déjà essayé d'autres formats avec une présentation un peu plus formelle où on faisait une présentation et tout à la fin des questions, etc. Mais vraiment, ça marche pas très bien parce que les gens ils avaient vraiment des questions précises auxquelles ils voulaient une réponse. Donc vraiment maintenant on essaie plus un format de questions-réponses générales où vraiment vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez et on y répondra directement. Allons-y, je vous écoute. N'hésitez pas. Ça sert à quoi les bitcoins? Ça sert à quoi? Le Bitcoin est un moyen de paiement numérique, donc surtout sur Internet principalement, même si on peut s'échanger des bitcoins d'individu à individu très facilement. Il suffit pour ça d'avoir deux téléphones portables sur lesquels on installe une application permettant de gérer les bitcoins. Mais c'est vrai que la plupart du temps, l'utilisation est surtout en ligne pour faire des paiements sur Internet. Pourquoi choisir le bitcoin plutôt qu'un paiement standard en euros? Je dirais pour trois raisons fondamentales. La première, c'est la rapidité. Un paiement en bitcoin, c'est à peu près aussi rapide qu'un email. Si vous pouvez envoyer un email à quelqu'un, vous pouvez lui envoyer des bitcoins. Et ça arrivera à peu près à la même vitesse. C'est-à-dire, vous pouvez envoyer des bitcoins à quelqu'un en Australie, en Corée, au Canada, en quelques secondes, et il les recevra rapidement. Deuxième raison, c'est la sécurité. Encore une fois, on est en 2015. Et en 2015, lorsque vous effectuez un paiement en carte bleue sur Internet, vous êtes obligé de donner le numéro de carte bleue, la date d'expiration, le code secret, enfin le code qu'il y a derrière. Ça veut dire que le marchand en face de vous, s'il n'est pas honnête, va pouvoir se servir allègrement sur votre compte en banque. Ça veut dire que 6 mois plus tard, si sa base de données est hackée, que votre carte bleue va se retrouver dans la nature sur un site en Russie quelque part. Donc le seul moyen que vous avez de vous protéger, c'est d'être là constamment à surveiller votre compte en banque pour voir si vous ne voyez pas des retraits qui ne devraient pas être là pour pouvoir les annuler éventuellement. Avec le Bitcoin, on est en 2015 et c'est vraiment absurde qu'on soit à un moyen de sécurisation qui soit aussi basique. Avec le Bitcoin, on n'a pas ce genre de problème. Dès qu'on envoie une transaction en Bitcoin, à la seconde même où elle sort de votre ordinateur, elle ne peut plus être modifiée. Parce qu'il y a une signature cryptographique qui empêche quiconque de pouvoir modifier la transaction. On ne peut pas détourner votre paiement vers quelqu'un d'autre. On ne peut pas augmenter le paiement que vous voulez, l'augmenter ou le diminuer ou faire quoi que ce soit d'autre sur la transaction. La seule chose qu'on pourrait faire éventuellement, c'est empêcher votre transaction d'aboutir, mais en aucun cas on va pouvoir la transformer. Le dernier point qui est vraiment un avantage de Bitcoin par rapport à toutes les autres monnaies, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres tentatives de création de monnaie numérique. On peut citer notamment le Linden Dollar, les Liberty Reserve, tout ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que c'était des monnaies qui étaient centralisées. Et la plupart du temps, elles appartenaient à une société. Le problème d'un modèle centralisé, c'est que si la société en question fait faillite, si le patron de la société en question est malhonnête, qui part avec la caisse, ça y est, vous retrouvez le bec dans l'eau. Ou si l'État dans lequel la société a son siège social décide que le petit jeu a assez duré, ils y vont, ils arrachent la prise, c'est terminé, vous n'avez plus rien. Dans le cas du Bitcoin, on a une monnaie qui est complètement décentralisée. Ça veut dire qu'on n'avait aucun État, aucune association, aucune entreprise qui contrôle le Bitcoin. Et de ce fait-là, ça le rend extrêmement difficile à détruire. On dit souvent que si vous voulez arrêter le Bitcoin, il va falloir couper Internet. Et c'est clairement le cas. Quid des sociétés ou des États qui s'accaparent une masse importante de bitcoin? C'est possible, mais en aucun cas, ils ne pourront, par exemple, empêcher. Le seul moyen d'empêcher des transactions Bitcoin, c'est vraiment de mettre un énorme firewall autour d'un pays. Alors si énorme, vous avez des moyens comme la Chine, vous allez pouvoir éventuellement réussir à faire ça. Mais si vous gardez un Internet à peu près ouvert, à partir du moment, c'est la même chose, à partir du moment où vous pouvez envoyer des emails, vous pouvez envoyer des bitcoins. C'est très très difficile de les empêcher de passer. Et les bitcoins sont limités. Oui. Donc si l'appartenance de cette limite est à un tiers, à un État ou à une société,
Elle pourra décider de ne plus les mettre sur le marché, En circulation. en Oui, circulation, et donc à partir de là, plus d'échanges possibles. Alors, ça pourrait éventuellement arriver. L'idée est que dans le Bitcoin, vous avez un cours. Alors, vous avez en fait plusieurs cours, parce qu'il y a, on va dire, il y a à peu près une quinzaine de plateformes d'échange dans le monde, et chacune de ces plateformes, elle a son cours qui est mis à jour constamment. Certaines de ces plateformes fonctionnent en dollars, certaines en euros, certaines en yuan, la monnaie chinoise. Évidemment, si vous aviez un État ou une entreprise ou une quelconque entité qui commençait à garder des quantités de plus en plus importantes de Bitcoin, forcément ça ferait une raréfaction du nombre de Bitcoin qui serait en circulation. Donc évidemment, le prix augmenterait d'autant plus. Au bout d'un moment, l'entreprise en question, si c'est une entreprise par exemple, trouverait probablement plus profitable de remettre ces bitcoins sur le marché et de les vendre plutôt que de continuer à les conserver. Vous voyez ce que je veux dire? Si ce n'était pas le cas, imaginons que ce ne soit pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, donc imaginons une entreprise qui réussirait par exemple à s'accaparer 99% de tous les bitcoins en existence. Évidemment, après, on n'a plus grand chose à pouvoir s'échanger. Malgré tout, le bitcoin n'est qu'une des crypto-monnaies qui a été créée. Donc on pourrait très bien se rabattre sur une des 600 crypto-monnaies qui ont été créées sur le même modèle que le bitcoin et qui servent à peu près les mêmes buts. On a à peu près la même rapidité, la même sécurité et la même décentralisation que le bitcoin. Oui. Il faut ajouter aussi que l'unité bitcoin elle est visible théoriquement à l'infini. C'est ça. Mais malgré tout, je serais quand même inquiet. Bonjour monsieur. Je voulais acheter des. Je vous en prie, monsieur, c'est par là-bas. Je serais quand même inquiet d'échanger à peu près, on va dire, 1% des bitcoins en existence, en sachant que 99% appartiennent à une entité, qui donc aurait un contrôle à peu près total sur le cours notamment. Oui, moi j'ai un peu le début, je l'ai donné, mais l'émission, déjà à la base, comment sont créés ces bitcoins? Enfin, l'émission, parce que j'ai compris qu'on les achetait en devise. Oui. Et donc après, donc c'est dans un univers fini Oui. de bitcoin, mais donc par qui Comment se passe l'émission? Comment ça se passe cette émission? Alors, c'est un processus qui est assez compliqué, mais qu'on peut quand même résumer assez simplement. L'émission est fixe. 25 bitcoins sont créés toutes les 10 minutes. D'accord? Par le protocole lui-même. C'est l'algorithme qui définit la façon dont fonctionne tout le monde du bitcoin, définit que 25 bitcoins doivent être créés toutes les 10 minutes. D'accord? Cette quantité va être amenée à diminuer au fur et à mesure du temps. Normalement, en 2016, cette quantité va passer à 12 bitcoins et demi toutes les 10 minutes. Puis, 4 ans plus tard, 6, puis 3, et ainsi de suite. En gros, vous allez avoir une division par 2 du nombre de bitcoins tous les 4 ans. D'accord? Ça signifie que dans une dizaine d'années, même dans 8 ans à peu près, on aura, dans même pas 8 ans, si je me souviens, on aura déjà miné à peu près 90% de tous les bitcoins. Il ne restera plus grand chose à obtenir. Le tout dernier bitcoin, comme vous le disiez, à force de diviser par 2 ainsi, on a une échelle qui est presque logarithmique, sera créée en 2140. D'accord? Mais malgré tout, aujourd'hui, on en a déjà créé 2 tiers, et dans 8 ans à peu près, on en aura déjà créé 90%, c'est-à-dire aux alentours de 20 millions. Pour tout et pour tout, on en aura 21 millions. Alors, la question qui se pose, c'est qui a le droit de créer ces bitcoins? D'accord? Alors, à tout moment, dans le réseau Bitcoin, vous avez des transactions qui passent. Je vous envoie un demi-bitcoin, vous m'envoyez un dixième de bitcoin, etc. etc. Bon. Il y a des machines qui tournent sur ce réseau et qui vérifient la validité de toutes les transactions. Ils vont vérifier que oui, vous avez bien l'argent que vous voulez envoyer à telle autre personne, que ça a été correctement signé, etc. Pour simplifier, on va dire que c'est ces gens-là, les gens qui assurent en fait le rôle de comptable du système Bitcoin, qui vont générer 25 Bitcoins. D'accord? Toutes les 10 minutes.
Quand vous dites ces gens, enfin, il s'agit d'un organisme. Non, n'importe qui, des particuliers ou des entreprises, n'importe qui peut installer ce genre de machine qu'on appelle des mineurs pour pouvoir générer des bitcoins. Donc, la plupart de ces gens font tourner ces machines pour générer des bitcoins et obtenir en fait de l'argent gratuit, mais ça a un rôle de comptabilité au niveau du réseau. Ça permet de vérifier l'ensemble des transactions. Monsieur. Si j'ai bien compris, donc, parce que j'ai vu un peu, les mineurs, si vous voulez, sont passés plutôt de particuliers à entreprises, oui, des data centers. Parce qu'ils font une capacité de calcul très importante. La question est, au fur et à mesure que la capacité de Bitcoin qu'ils arrivent à miner, c'est-à-dire que la rémunération pour la vérification des transactions est plus basse, oui. Comment le système assure le fait que ces vérifications aient lieu dans le futur, sachant que, comme vous disiez tout à l'heure, la capacité, le nombre de bitcoins qui vont être produits est réduit? Oui. C'est le problème des loups dans la forêt. Si vous avez des loups dans la forêt, ils vont manger les lapins. Si vous avez trop de loups, les loups ils vont mourir de faim. Donc la population elle va se rétrécir jusqu'à ce qu'on obtienne un équilibre avec le nombre de lapins qui vont pouvoir consommer. De la même façon, le nombre de mineurs qui vont pouvoir rester en train de faire du business va s'équilibrer par rapport aux profits qu'ils peuvent espérer obtenir par rapport à leurs opérations. On a souvent des gens qui viennent à la maison du Bitcoin pour leur demander « Bonjour, je voudrais me lancer dans le minage. Je voudrais gagner de l'argent avec ça, comment je peux faire ?» Je pose juste à ces gens une question. Est-ce que vous avez 10 millions d'euros? En général, on va me répondre non. Parce que, au jour d'aujourd'hui, comme vous disiez, ces gros data centers, on va installer des dizaines de milliers de machines qui vont pouvoir miner. Et encore, pour pouvoir obtenir un profit extrêmement faible. On a pas mal d'opérations de minage à l'heure actuelle qui sont déficitaires. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir éliminer au fur et à mesure ceux qui ne seront pas profitables et qui pourront, donc ceux qui resteront, pourront eux avoir leur business qui fonctionne. Comment il gagne de l'argent le mineur en question? Il prend une commission sur les transactions ou... Non, comme je vous disais, alors oui, déjà, il y a une commission à chaque transaction Bitcoin qui passe, il y a une petite commission qui est prise, c'est de l'ordre de quelques centimes d'euros, et qui est reversée aux mineurs, à un des mineurs. Alors celui qui obtiendra ce qu'on appelle le bon bloc. Et en plus, ces gens reçoivent comme rémunération 25 bitcoins qui seront créés à partir de rien, qui est vraiment de l'émission de monnaie, toutes les 10 minutes. C'est eux qui les reçoivent. C'est ça. Et je pensais que c'était émis. C'est eux qui sont dépositaires. C'est ça. Ensuite, eux, la plupart du temps, ils vont les revendre immédiatement parce qu'ils ont des coûts fixes importants, notamment en matière d'électricité. C'est des machines qui vont consommer des quantités d'électricité monstrueuses. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec un profit qui est la plupart du temps ridicule, voire avec un déficit. Oui. La consolidation des mineurs qui va se passer est très proche quand même d'une centralisation du système. Oui. Comment on l'évite? Parce que si vous me dites que dans le futur il y aura, par exemple, 3 mineurs, si vous me dites que dans le futur c'est une opération qui n'est pas rentable et qui a des coûts de plus en plus importants parce qu'il faut de plus en plus de pourcentage de calcul, pourquoi les gens le feraient? Alors, ce qu'il faut considérer, c'est que au fur et à mesure que le nombre de bitcoins va diminuer, le nombre de bitcoins émis toutes les 10 minutes, le pourcentage de rémunération des mineurs deviendra de plus en plus important par les commissions sur les transactions plutôt que par les bitcoins générés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, au-delà de 2140, s'il y a encore le bitcoin qui existe, au-delà de 2140, ils ne seront plus rémunérés que par les transactions sur les, que par les commissions sur les transactions. D'accord? Par contre, au niveau de la centralisation du minage, ce qu'il faut considérer, c'est que malgré le fait que oui, il y a des gros data centers qui existent, le minage est encore une affaire, ce qu'on appelle des pools. Parce que au lieu d'être juste un individu isolé ou une entreprise isolée, la plupart du temps, ce que les gens ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des centres où des dizaines de milliers de personnes vont réunir leur capacité de calcul pour se comporter comme un seul mineur. Vous voyez ce que je veux dire?
Du coup, on va avoir une plus grosse puissance de calcul, on va pouvoir plus facilement trouver le résultat de ce qu'on recherche pour pouvoir obtenir les 25 bitcoins. On a remarqué que dans le passé, lorsqu'il y a eu des trop grandes concentrations sur un même pool, c'est-à-dire trop de gens sont venus sur le même centre de minage, ben les gens ils repartent, ils se redistribuent sur d'autres pools. Par contre là je vois qu'on est sur des histoires vraiment beaucoup trop techniques, donc il n'y a pas d'autres problèmes sur le minage, éventuellement on pourra y revenir, mais on va peut-être revenir à des questions plus générales. Il y a eu un problème d'une société qui s'est écroulée aux États-Unis qui, Mt. Gox. voilà, qui minait, qui avait la capacité, parce que je sais que pour valider un bloc, il faut 50% de mineurs, comme ça, non, 50% de validité du code pour que le bloc soit valide de la transaction. Vous pourriez avoir un tout petit mineur dans un coin qui aurait un énorme coup de chance et qui réussirait à trouver le bloc. Ouais, mais alors, il fait une transaction. Il décide de valider cette transaction lui-même. Comme ça se passe pas comme ça. Ça peut tourner, oui. Ça se passe comme ça. L'idée, c'est que toujours, toutes les 10 minutes, vous allez avoir toutes les transactions qui sont en attente sur le réseau Bitcoin qui vont être validées d'un coup. Validées par un des mineurs. Un des mineurs qui aura eu un coup de chance extraordinaire pour avoir trouvé ce qu'on appelle le bon bloc. Okay. Le bon hash du bloc. Mais comme je vous disais, on va peut-être passer à autre chose que le minage parce que ça devient très, très technique. Monsieur. Pardon, monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est que le terme bloc? C'est mineur? Pas du tout. Imaginez, vous prenez toutes les transactions qui sont en attente sur les 10 dernières minutes. Oui. Je vous ai envoyé des bitcoins, vous m'en avez envoyé. Vous les prenez toutes, vous les mettez dans un fichier texte. D'accord. Okay, vous rajoutez l'adresse du dernier bloc qui a été trouvé. Okay, et vous mettez un chiffre aléatoire dedans. Ensuite, vous calculez une empreinte là-dessus. Vous la calculez des milliards et des milliards de fois par seconde. Et au bout d'un moment, vous allez avoir une chance extraordinaire. Vous allez trouver une empreinte qui commence par 14 ou 16 zéros. Le réseau Bitcoin vous dit, ok, cette empreinte est valable, vous avez trouvé le bon bloc, on passe au bloc suivant. L'ensemble de ces transactions a été validé. Voilà comment ça se passe. Et on va passer à autre chose que le minage, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question d'ordre économique. Je vous en prie. Qui utilise les bitcoins et où doit le demander? Oui. Je vous en prie, monsieur. Alors, vous avez des grosses entreprises qui commencent déjà à utiliser le bitcoin, notamment aux États-Unis. Parmi elles, on peut citer par exemple Expedia. Vous savez, les gens qui louent des chambres d'hôtel et qui vendent des tickets d'avion, vous pouvez d'ores et déjà vous payer votre billet d'avion via Expedia en bitcoin. Vous avez le réseau Xbox qui commence à utiliser les bitcoins pour les achats de jeux ou de musique sur leur réseau. Vous avez aux États-Unis des gros sites, notamment on peut citer Newegg. Newegg, c'est un peu l'équivalent de la Fnac. Ils vendent beaucoup de matériel informatique et un peu de matériel électronique. Vous avez des sites comme Overstock, c'est à peu près l'équivalent de Conforama. Ils vendent des meubles, un peu de hi-fi, etc., etc. Aux États-Unis, ça commence vraiment à bouger. À l'heure actuelle, on a à peu près 100 000 sites sur le web qui acceptent le Bitcoin. C'est quand même assez important. Évidemment, des marchands physiques, on en a beaucoup moins. Il existe un site qui est intéressant qui s'appelle CoinMap, si vous cherchez CoinMap, qui répertorie l'ensemble des sites physiques qui acceptent le Bitcoin dans le monde. Donc si on regarde sur Paris, on va avoir à peu près 5-6 restaurants, 2-3 bars, dont celui en face que nous avons convaincu d'accepter le Bitcoin, qui est très, très content, et un autre un peu plus loin, un coiffeur, un dentiste et 2-3 magasins de vêtements. Donc pour l'instant, ça reste évidemment assez marginal, mais clairement, comme je vous disais au début, c'est surtout pour les transactions sur le web. À titre personnel, je préférerais toujours payer en Bitcoin et savoir que personne ne va récupérer le contenu de ma carte bleue et que la transaction que j'ai effectuée, elle est finalisée et que personne ne va pouvoir la toucher. Oui. Quel est l'intérêt pour un commerçant d'utiliser le Bitcoin et quel est aussi le coût d'installation du Bitcoin dans son entreprise? Coût d'installation, 0. Le ticket d'entrée est absolument nul. La plupart des plateformes d'e-commerce à l'heure actuelle ont des plugins où vous pouvez juste l'installer sur votre plateforme d'e-commerce et immédiatement vous êtes prêt à accepter le Bitcoin. Mais je pensais plus commerce physique en fait. Ah, pareil, nul.
Tout ce que vous avez besoin, c'est par exemple d'un téléphone mobile, Android ou iPhone, sur lequel vous installez un portefeuille Bitcoin. Et à partir de là, vous avez plus qu'à dire, il y a un client qui arrive, très bien, je lui dis 10 €. Ça génère un QR code. Vous voyez, vous montrez le QR code. Super. Vous montrez le QR code à la personne flash le QR code avec son propre téléphone, fait OK, je veux payer, terminé. Vous avez même des services à l'heure actuelle qui font encore mieux. Parce que, en tant que marchand, le bar par exemple en face, la dernière chose qu'il veut, c'est d'avoir une double comptabilité, en euros et en bitcoin. Imaginez, c'est galère. Donc, il y a des services, notamment le plus connu qui s'appelle BitPay, qui est un service américain, qui va vous permettre de faire la chose suivante. Le marchand, il va donc, comme je vous disais tout à l'heure, montrer le QR code sur son téléphone mobile, le client va payer en flashant le QR code, très bien, terminé. Ensuite, l'argent il est reçu par le service qui s'appelle BitPay. À la fin de la journée, BitPay va reverser sur le compte en banque en euros du marchand l'équivalent de ce qu'il a facturé. En plus, BitPay va garantir au marchand que s'il a facturé 10 €, il recevra bien 10 € sur son compte en banque à la fin de la journée. BitPay assure même le risque de change éventuel, parce que le Bitcoin est assez fluctuant. Donc le marchand en face, notamment, c'est ce qu'il a fait, il a utilisé. Évidemment, probablement, ils vont pouvoir prendre des commissions plus importantes, mais pour l'instant, ils veulent vraiment faire découvrir la chose, et au final, ça n'a pas un coût énorme pour eux. Et notez bien qu'ils ont annoncé ça il y a quelques temps, ils ont un chiffre d'affaires qui avoisine le $1 million par jour. C'est quand même relativement intéressant. Alors, quel profil des gens qui utilisent le Bitcoin? Il y a un peu de tout. Vous avez les hackers de base qui sont des convaincus de la première heure et qui se disent que ça va révolutionner le monde, que ça va détruire l'euro, le dollar, etc. Vous avez des gens, je parlais il y a quelques heures avec un entrepreneur qui veut acheter, qui a des fournisseurs au Brésil. Alors vous voyez, très simplement, une problématique très simple. Quelqu'un qui a des fournisseurs au Brésil, il est obligé de faire la chose suivante. Prendre des euros, d'abord les convertir en dollars. Ensuite, les dollars ils doivent être convertis en réal brésilien. Là, il va pouvoir payer son fournisseur et ensuite, il va pouvoir recevoir son produit. Au total, vous avez 3 ou 4 intermédiaires qui se sont pris une commission au passage et ça va prendre plusieurs jours, voire une semaine pour que le paiement soit effectif. En Bitcoin, vous allez dire, OK, je fais ma transaction, je l'envoie en 2 minutes, votre correspondant a reçu les fonds. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a de la valeur que si le Bitcoin est reconnu de l'autre côté, parce que bien sûr. si le Bitcoin n'est pas reconnu... bien sûr. On en discutait avec monsieur au tout début. Évidemment, il faut que le fournisseur en question, une fois au Brésil, lui-même, il faut qu'il puisse faire quelque chose de ces bitcoins. Donc il va soit utiliser peut-être un service comme BitPay, qui va pouvoir lui remettre immédiatement des réals sur son compte en banque, ou alors, si l'écosystème Bitcoin se développe, le fournisseur lui-même pourra peut-être payer son fournisseur ou un client ou quelque chose avec ces bitcoins. Au fur et à mesure que l'écosystème grandit, on aura potentiellement de moins en moins besoin de rééchanger les bitcoins contre de la monnaie locale. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a de la spéculation? Énormément, oui. Pourtant, le cours est assez stable depuis quelques mois. Enfin, ça reste dans les 250, 280 $. Mais clairement, il y a des gens qui spéculent quotidiennement sur le Bitcoin. Vous avez d'ores et déjà des produits dérivés, notamment des options binaires sur le Bitcoin qu'on peut acheter assez simplement. Oui. Vous avez des gens qui veulent aller encore plus loin et faire ce qu'on va appeler les colored coins, c'est-à-dire au lieu qu'un Bitcoin représente une valeur donnée, qui est juste un nombre, eh bien on pourrait dire qu'une adresse Bitcoin représente une action ou un groupe d'actions. Et dans ce cas-là, il serait trivial de pouvoir s'échanger des actions entre individus sans même passer par des brokers ou qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? On peut aller plus loin et dire qu'une adresse Bitcoin, au lieu de représenter une valeur, même une action, pourrait représenter un objet. Je pourrais représenter ma voiture avec une adresse Bitcoin, et si je veux vous en donner la propriété, eh bien je vous fais une transaction Bitcoin sur votre adresse et je vous ai transféré la propriété de ma voiture. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que ce transfert physique se fasse, il faut qu'il y ait autre chose que le Bitcoin. Alors, bien évidemment, au niveau de la loi française, pour l'instant, ce genre de choses est impossible, mais au niveau de la cohérence du réseau Bitcoin, même aujourd'hui, c'est déjà faisable.
d'autres modèles. C'est ça. D'autres représentations que juste un nombre. Vous voyez ce que je veux dire? On peut représenter des objets, notamment. Comment l'utilisateur Bitcoin aujourd'hui? Par les sites, je parle des particuliers, mais oui. Combien il y en a aujourd'hui? Alors, si je me souviens bien, Gilles, combien on a d'adresses actives? Il y a plein d'adresses perdues, donc je sais pas, il y en a des millions. Si je me souviens, il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, 5 millions d'adresses qui sont plus ou moins utilisées fréquemment, c'est-à-dire au moins une fois par an. Mais Expert est un double de générer, donc ça ne donne pas le nombre véritable d'utilisateurs. C'est ça, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Si elle se perd. Bah, si vous, je vais vous donner un exemple. Et c'est un exemple qui est très très connu et c'est une histoire horrible. Il était une fois quelqu'un qui était un Irlandais et qui avait découvert le Bitcoin très très tôt, aux alentours de 2010-2011. Alors il avait miné, il avait fait ce qu'on appelle le minage. À l'époque, vous n'aviez pas besoin d'un data center, il suffisait d'avoir un petit PC chez soi pour pouvoir générer des dizaines de Bitcoins par mois. Mais à l'époque, ça valait rien, ça valait des centimes. Donc ce monsieur, il avait peut-être une centaine de Bitcoins, je ne sais plus exactement, plus je crois, genre 200 ou 300 Bitcoins. Et puis il avait laissé tomber ça et il est passé sur autre chose. Et puis un jour, il s'est aperçu qu'au final, il avait quand même récolté l'équivalent de 7 millions d'euros. Malheureusement, le disque dur sur lequel il avait stocké tout ça était parti depuis longtemps à la poubelle. Et ce monsieur est allé même jusqu'à aller à la décharge de sa ville pour essayer de retrouver le disque dur qu'il avait balancé à la décharge et il ne l'a jamais retrouvé. Donc ça, c'est une adresse qui est perdue. Vous voyez, ces 300 ou 400 bitcoins, ils sont définitivement perdus. On ne pourra plus jamais les réutiliser ni les récupérer. Pour rebondir, en fait, vous avez le site Bitcoin Rich List qui permet de détailler par adresse le montant. Et en fait, on a une répartition, un diagramme de répartition et ça donne à peu près une idée du nombre de possesseurs par adresse. Une personne peut posséder certes plusieurs adresses, mais du coup, au moins une adresse correspond à au moins une personne. Non. Non, bah ça on peut pas savoir. Ça, c'est complètement. On ne sait pas le nombre de clés privées générées. Bah, elles sont toutes générées à la base. Bah, c'est des clés publiques. Mais les clés privées aussi sont connues. Mais les clés, non, les clés privées ne sont pas connues. Bah, elles sont déjà existantes, on les trouve. Sur le poste, du wallet, quoi. On peut connaître le nombre de clés publiques qui donc correspondent à on en génère comme on veut. Donc voilà, je pense généralise 20-30, ça ne donnera pas le nombre d'utilisateurs. Juste pour vous donner une idée, l'espace des clés privées, c'est à peu près 10 puissance 77. Il y a à peu près 10 puissance 77. Donc ça, c'est le potentiel possible. Oui, oui. C'est pas celle réellement générée. Non. Mais alors, pour vous donner une idée, 10 puissance 77 clés privées possibles, sachant que dans notre galaxie, il y a à peu près 10 puissance 69 atomes. Oui, oui, non, ça fait à peu près 1 milliard de clés privées par atome dans la galaxie. C'est juste un potentiel. Donc même si on en générait 1 milliard par seconde, on pourrait le voir venir sur des millions d'années. Oui, oui. Par contre, combien de transactions par jour? Là, à l'heure actuelle, en gros, on a à peu près 2 transactions par seconde. En gros. Donc 86 400 secondes, on va être à peu près à 150 000 transactions par jour dans ces zones-là, en gros. Pour ceux qui sont intéressés par des statistiques précises, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle blockchain.info et vous avez un onglet statistique avec des charts qui vous montrent bien l'évolution dans le temps du nombre de transactions, du nombre d'adresses utilisées, tout ce genre de choses. Ce que je voulais signaler aussi aux gens qui voudraient avoir un wallet sur leur propre machine, que si ça met une semaine avant d'arriver au bout de la remontée complète de tous les blocs du blockchain, il faut surtout patienter, quoi. Non, il ne faut plus utiliser le client Bitcoin Qt. Pourquoi? Parce que personne ne veut télécharger 35 gigaoctets de données pour pouvoir juste télécharger quelques bitcoins. Pourquoi personne? Non, alors, oui, d'accord. Si vraiment vous êtes convaincu et tout, machin, ok, d'accord. Mais la plupart des gens, ils voudraient juste avoir un petit portefeuille et pouvoir peut-être échanger quelques dixièmes de bitcoin. Et pour ça, vous n'allez pas vouloir attendre une semaine ou une semaine et demie de télécharger 35 gigaoctets. Il existe des clients à l'heure actuelle, notamment un qui s'appelle Electrum, qui est très facile à utiliser et qui n'a pas besoin de télécharger l'intégralité de la blockchain. Alors, juste parler des clients. Pour stocker des bitcoins, vous avez plusieurs façons.
La plus simple, c'est par exemple d'installer un petit programme sur votre ordinateur. Il y en a pour PC, pour Mac, pour Linux, à peu près tous les systèmes d'exploitation. Deuxième possibilité, sur un téléphone mobile. Il y en a pour Android, pour iPhone, il y en a même pour les Windows Phone. D'accord? Très simplement. Pardon? C'est des petites applications. La plupart du temps, c'est 1 ou 2 mégaoctets sur les téléphones. Ça s'installe en 2 minutes. Et en 2 minutes, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des bitcoins. Très simplement. Troisième possibilité, vous avez des sites en ligne. Donc vous avez des sites sur lesquels vous allez pouvoir vous créer un compte et dire ok, moi je vous confie des euros ou des bitcoins, gardez-les-moi. Ça, c'est à peu près l'équivalent d'une banque, avec tous les avantages et tous les inconvénients qu'une banque peut comporter. Par exemple, dire la banque va vous promettre que le jour où vous voulez récupérer vos bitcoins, vous allez pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, on l'a vu. La banque va vous dire laissez-moi assurer la sécurité, je connais mon boulot, je pourrais garantir la sécurité de vos avoirs. Ce n'est pas forcément le cas non plus. L'autre moyen, c'est, comme je vous disais, les petites applications qu'on va installer sur les téléphones ou sur les PC, où là c'est l'équivalent d'un coffre. C'est le coffre que vous gardez vous-même chez vous et donc vous assurez vous-même la sécurité. Le problème de ces applications-là, c'est que si par exemple vous installez ça sur un PC et que votre PC est verrouillé, on va rapidement pouvoir... il y a déjà des virus à l'heure actuelle qui cherchent les clés privées de vos adresses Bitcoin sur le disque dur sur lequel ils sont installés. Donc évidemment, ça pose problème. Vous avez totalement intérêt à avoir extrêmement confiance dans le PC sur lequel vous allez installer l'application. La dernière possibilité, c'est le produit que vous avez juste derrière vous. Ça, c'est un produit que nous avons créé et que nous vendons. Vous voyez, ça ressemble à une clé USB, mais en fait, c'est une carte à puce. Et ça assure une sécurité optimale des bitcoins que vous conservez. Contrairement à une application qui sera stockée sur un PC, la clé privée qui protège les bitcoins ne va pas être disponible pour le PC, il ne va pas l'avoir, et la clé privée va être constamment conservée à l'intérieur de la puce, ce qui assure une sécurité optimale des bitcoins. En plus, ça dure une trentaine d'années, mieux qu'un disque dur. Je vais éventuellement vous le faire passer pour que vous puissiez jeter un œil. Donc vous voyez, différents types de portefeuilles, des portefeuilles logiciels, des portefeuilles matériels, et enfin des sites sur lesquels on va pouvoir stocker les bitcoins en ligne. Comment on utilise la clé? Alors, la clé, éventuellement, on pourra vous faire une démo. Il suffit de l'insérer en USB sur le port d'un PC, d'utiliser Google Chrome avec une petite extension, et on a un portefeuille avec envoyer, recevoir, portefeuille tout à fait standard avec la liste des transactions qu'on a effectuées. Et encore une fois, on a une garantie optimale de sécurité dans la mesure où la clé privée va être constamment stockée à l'intérieur du portefeuille. Juste entre parenthèses, pour le développement de ce produit-là, notre entreprise vient de faire une levée de fonds auprès d'investisseurs de l'ordre de 1,3 million d'euros. Donc c'est qu'on a quand même trouvé des gens qui y croyaient et qui pensent que cette technologie a quand même un bon avenir. Du coup, le portefeuille, il faut qu'il soit connecté lors de la transaction. C'est ça. Je fais une transaction, je branche ça. C'est ça. Juste le moment de la transaction. Est-ce qu'on crée un compte? Comment on fait? Tout d'un coup, on achète et voilà. Alors, créer un compte Bitcoin, c'est quelque chose de trivial. Dans la mesure où il suffit en fait de tirer un très long nombre au hasard. Comme je disais tout à l'heure, l'espace de ce qu'on appelle les clés privées qui protègent les Bitcoins est tellement vaste qu'il serait juste impossible que deux personnes tombent sur la même clé privée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on va juste tirer un très long nombre au hasard, et ça va être notre clé privée. À partir de ce nombre-là, on va dériver ce qu'on appelle la clé publique, et à partir de là, ça y est, on a un compte. Donc il suffit de tirer un nombre au hasard sur une petite application, et on a un compte. On n'a pas besoin de s'enregistrer auprès de quiconque, de dire j'ouvre un compte où que ce soit. Mais si on l'ouvre sur notre ordi, il va être lié à notre ordi, enfin à notre adresse. C'est ça. À moins que vous copiez l'adresse ailleurs. Vous voyez? Si vous récupérez la clé privée qui protège les bitcoins et que vous la copiez sur un autre ordinateur, vous pourrez l'utiliser depuis un autre ordinateur. Ou bien, si vous utilisez le Ledger Wallet que vous avez vu là, la clé privée est stockée à l'intérieur et du coup vous pouvez la mettre sur n'importe quel ordinateur sans aucun problème. Mais là par exemple j'achète un Ledger Wallet, oui. Je le mets dans mon ordi, et là avec ça je peux créer un compte, acheter tout de suite des bitcoins et les mettre dessus. Bien sûr. Et je fais tout en même temps. C'est ça. Alors après, pour l'achat des bitcoins,
ça peut être plus compliqué. Parce que là on rentre justement dans les problématiques de l'achat d'euros par rapport au Bitcoin. Et là, vous avez forcément des réglementations. Notamment le fait que nous, ici à la maison de Bitcoin, on va devoir demander votre identité pour pouvoir vous vendre des Bitcoins. C'est ça, c'est-à-dire je viens vous voir, je dis voilà, je veux vous acheter pour tant d'euros de Bitcoin. Et je dois remplir un... Alors, je vous demanderai juste votre pièce d'identité. Je garderai une copie de votre pièce d'identité. Et je vous demanderai, très bien, quelle est votre adresse Bitcoin. Et là, que vous utilisiez un Ledger Wallet, que vous utilisiez un compte en ligne, que vous utilisiez une application sur votre téléphone mobile, ça va être la même chose. Vous allez me fournir votre adresse publique. C'est en fait l'équivalent d'un RIB. Mais, excusez-moi, j'essaye de comprendre. Je mets cet énorme numéro au départ, quand je le crée. Alors, au je départ... vous dis, je peux arriver ici, vous dites j'en ai pas, et oui. à ce moment-là, vous me le créez. Alors, moi, je ne le créerai pas, parce que ça représenterait un problème de sécurité pour vous. L'idée, c'est toujours que seule la personne qui possède le compte aura le contrôle de son adresse privée. Vous ne me donnerez que ce qu'on appelle l'adresse publique. Essayez de voir la différence entre les deux. C'est que l'adresse privée, ça va être comme un mot de passe pour accéder à votre compte en banque en ligne. Et l'adresse publique, ça va être votre RIB. Donc la seule chose que vous me donnez, c'est votre RIB, et moi je vous fais un virement sur votre compte. Vous voyez comment ça se passe? Et ce RIB, je préfère avoir l'air bête et mes comptes. Oh, je vous en prie. Cette adresse privée, je la crée. C'est votre application qui l'a créée au moment où... C'est-à-dire que la première étape, c'est mettre sur mon ordi cette application. C'est ça. Et créer... Alors, c'est automatique. Voilà, à la seconde où elle s'installe, hop, automatiquement, elle va vous générer votre adresse privée et l'adresse publique qui va avec. Ok. Et immédiatement, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et tout de suite après, je viens vous voir. C'est ça. D'accord. C'est ça. Je crois que ça nous demande d'écrire 24 mots. Évidemment, le Ledger Wallet vous permet de faire une sauvegarde de votre portefeuille. Donc si jamais vous perdez le wallet, vous pouvez toujours récupérer l'ensemble du portefeuille en reprenant la sauvegarde. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Bonsoir. Ils sont stockés où les bitcoins? On parlait tout à l'heure de décentralisation. On va revenir sur un modèle centralisé. Imaginez, je crée une monnaie numérique. Je dis, ok, je fonde ma société, je crée une monnaie numérique et je vous prends tous comme clients. Donc je vais vous créer un compte à chacun et ensuite je vais avoir une base de données sur mes serveurs dans mon entreprise sur laquelle je vais avoir une ligne par client qui va dire voilà votre solde et ensuite j'aurai dans ma base de données toutes les transactions que j'effectue. Donc Monsieur X envoie des bitcoins à Madame Y, j'enregistre la transaction, je modifie le solde des deux personnes. Vous voyez, j'ai une base de données qui va contenir l'ensemble des comptes et l'ensemble des transactions. Problème, si un jour je fais faillite, ma base de données disparaît, j'ai terminé, vous n'avez plus rien nulle part. Maintenant, dans le monde du Bitcoin, on va faire autrement. On va prendre des dizaines de milliers de machines réparties dans le monde et sur chacune d'entre elles, on va enregistrer une copie de la base de données qui va contenir l'ensemble des comptes et des transactions. De cette façon-là, si vous avez une de ces machines qui tombe en panne, si vous avez une de ces machines qui est coupée pour une raison X ou Y, que l'état dans lequel vous êtes ne veut plus, vous n'avez plus le temps de vous en occuper, ben vous avez toujours les dizaines d'autres milliers de machines qui sont toujours là et qui sont actives. Dès que vous avez une transaction qui part sur le réseau Bitcoin, l'ensemble des nodes, on appelle ça les nodes sur le réseau, va la recevoir en quelques secondes. De fait, ça rend le réseau Bitcoin extrêmement résilient. Résilient, c'est-à-dire résistant à une quelconque attaque possible. Je finis juste sur ce point-là. Ce réseau, ce qu'on appelle un réseau peer-to-peer, pour ceux qui connaissent, ça ressemble exactement au réseau qui s'appelle les BitTorrent. Donc ça permet de partager des fichiers. Là, on va juste avoir un énorme fichier, pour l'instant fait 35 gigas et qui augmente en taille assez rapidement. 35 gigaoctets qui vont représenter l'ensemble de toutes les transactions depuis la création du Bitcoin en janvier 2009. Question, c'est déjà arrivé. Si du coup il y a les copies de transactions, comment disparaissent les Bitcoins? Parce que c'est déjà arrivé. Le seul moyen de faire disparaître les Bitcoins, c'est de perdre l'adresse privée qui les contrôle.
C'est déjà arrivé qu'il y a eu au Japon, je crois, un échange. Ah oui, alors, on va parler de Mt. Gox, vous y faisiez référence tout à l'heure. Donc Mt. Gox était une plateforme d'échange Bitcoin. C'est-à-dire, vous ouvriez un compte dessus, vous pouviez stocker des euros, alors c'était des yens, puisque c'était une plateforme japonaise, même si le PDG était un français. Donc vous stockez de l'argent dessus, et vous avez également un compte en yens, un compte en Bitcoin. À tout moment, vous pouvez lancer une transaction. Ça marche pour ceux qui connaissent comme le Forex, le marché d'échange de devises. Donc vous avez sur le Forex, vous aurez un compte en euros, un compte en dollars. Vous pouvez échanger l'un contre l'autre à tout moment selon le cours du marché. C'est d'ailleurs comme ça que le cours du Bitcoin est fixé, en fonction de l'offre et de la demande sur les différentes plateformes d'échange. Donc, vous aviez cette plateforme qui était la plus grosse plateforme Bitcoin au monde, qui disait, ok, confiez-nous vos Bitcoins. Et les gens, ils l'ont fait. Il y avait en tout 800 000 Bitcoins sur cette plateforme. Et un jour, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais les 800 000 Bitcoins ont disparu. Alors on ne sait pas si c'est le patron qui est parti avec la caisse, si c'est des hackers qui sont venus et qui ont tout volé. Pour l'instant, l'affaire, elle est entre les mains de la justice japonaise. Ce qui est sûr, c'est que c'était la toute première plateforme d'échange qui était en existence. Depuis, il y a eu des nouvelles attaques de hackers sur différentes plateformes d'échange. Et le truc, c'est qu'elles ont de moins en moins d'effets. Pourquoi? Parce que les tout premiers, c'est des gens qui étaient des pionniers. C'est des gens qui ne connaissaient pas grand-chose en sécurité informatique, qui donc n'avaient pas forcément ça dans l'esprit. Depuis qu'on a en plus vu la leçon, l'énorme leçon qu'on a eue de Mt. Gox, les différentes entreprises sur les plateformes d'échange ont engagé des gens qui sont des experts en sécurité et qui donc font beaucoup plus attention à ce qui se passe et au nombre de bitcoins qui sont notamment disponibles en ligne à un moment T. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'impact des différentes attaques est de plus en plus faible au fur et à mesure du temps que les experts en sécurité bouchent les trous éventuels qu'on peut trouver. Alors on a dit qu'il y avait des millions d'utilisateurs, donc on ne peut pas dire par pays où ils sont situés. Par contre, on peut dire où sont les data centers. Combien de maisons du Bitcoin il y a, combien de data centers, grosso modo, il y a et où? Alors, les data centers, il y en a pas mal en Chine. Il y en a pas mal en Chine pour une bonne et simple raison, c'est que les fabricants de matériel de minage qui génèrent les bitcoins sont surtout situés en Chine. Il y en a aussi quelques-uns en Islande. Alors l'Islande est un pays intéressant parce que l'électricité n'est pas chère du tout, parce que l'électricité est entièrement d'origine géothermique en Islande, et le refroidissement des machines ne pose aucun problème. Malgré tout, les plus gros data centers sont clairement en Chine. Non seulement parce que c'est là que sont fabriqués la plupart du matériel qui est nécessaire au minage, mais aussi parce que on sait qu'il y a certaines opérations où ils ne payent pas l'électricité. Soit parce qu'ils sont copains avec le propriétaire de la centrale à charbon à côté, soit parce qu'ils se branchent illégalement dessus, etc. etc. C'est toujours un peu obscur ce qui peut se passer éventuellement en Chine. Les maisons du Bitcoin. Il y en a donc une à Paris ici, on en connaît une à Toronto, il y en a une à New York, une à Tel Aviv. Il y en a une qui est juste en train de s'ouvrir en Corée, je ne sais plus exactement où, Corée du Sud. Gilles, tu peux peut-être m'aider? Pardon, Gilles? Tu me dis quoi? Gilles. Où est-ce qu'il y en a d'autres, des centres? À New York, il y a aussi... New York, ouais. Toronto. Ouais, non, ça doit être... Québec. Peut-être quelques-unes un peu plus petites. Voilà. Ceci dit, il y a d'autres entreprises qui ne sont pas forcément des centres comme le nôtre, destinés à faire découvrir la technologie, qui commencent à fonctionner avec le Bitcoin. Oui. Juste ce genre de centre, c'est beaucoup plus restreint. On essaie de rentrer un peu en contact, de s'échanger des informations et éventuellement de faire des plans de publicité. On va organiser potentiellement quelque chose d'assez intéressant dans l'avenir. Est-ce qu'il y en a en Russie? Pas à ma connaissance. Au niveau légal maintenant, vous prenez la carte d'identité quand on fait des transactions, est-ce qu'après au niveau des impôts, on doit déclarer ces bitcoins? Alors, au niveau des impôts, deux choses. Premièrement, il existe un truc qui est la taxe sur les bénéfices non commerciaux. Taxe sur les bénéfices. Donc si vous achetez un jour des bitcoins à 100 €, que 2 ans plus tard vous les revendez à 200 €, vous avez fait un bénéfice, vous devez le déclarer dans vos revenus.
C'est la première chose. Deuxièmement, si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune, ce que je vous souhaite, vous devez déclarer tous vos avoirs. Ça implique également de déclarer les bitcoins que vous possédez. Ça, c'est pour un particulier. Pour une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. En fonction, si vous utilisez les bitcoins comme moyen de paiement, si vous utilisez les bitcoins comme avoir de votre société, etc., vous serez assujetti potentiellement sur des régimes différents. On avait invité il y a quelques mois quelqu'un qui était un comptable et qui avait décrit les potentiels mécanismes de gestion de la TVA pour une entreprise au niveau du bitcoin. Alors, je vous avoue, je ne suis pas un comptable, je n'ai rien compris, mais ça peut éventuellement être intéressant si vous allez sur YouTube, la chaîne La Maison du Bitcoin, vous verrez éventuellement cette présentation. Au niveau réglementaire français, pour l'instant, il n'y a rien. Le seul document sur lequel on peut aujourd'hui se baser est le suivant. En juillet dernier, vous avez l'organisme TRACFIN, TRACFIN qui est un peu le bras armé du ministre de l'économie au niveau policier, qui a publié un document qui décrit en fait la potentielle future régulation du Bitcoin en France. Monsieur Sapin, le ministre du Budget, a repris ce document et on a fait une release de presse qui a à peu près 5 ou 6 points. Si vous êtes intéressé par le document, vous pouvez juste chercher Sapin Bitcoin sur Google, vous trouverez, c'est un PDF, il vient en deuxième ou en troisième position maximum. En gros, quelques points de réglementation qui sont prévus dans une future loi autour du Bitcoin. Premièrement, si vous êtes un professionnel, vous devez demander, et que vous vendez les bitcoins ou que vous en achetez, vous devez demander l'identité des gens. Deuxièmement, pas de TVA sur les transactions bitcoin, pour éviter, pour ceux qui sont au courant, tous les problèmes qu'il y a eu sur la taxe carbone. Pour éviter ce genre de problème, donc pas de TVA. Si vous gardez des avoirs en bitcoin pour des clients, ben vous devez avoir une réserve équivalente en euros, pour éviter les problèmes de Mt. Gox. Comme ça, vous pouvez immédiatement renverser. Avec un cours qui fluctue sans arrêt. C'est ça. Justement, les gens qui ont des plateformes de stockage en France, ils sont devenus marteaux avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En gros, c'est ça. Donc, des mesures globalement qui ressemblent un peu à du bon sens et qui ressemblent pas mal à la législation qui peut exister au niveau des métaux précieux. Donc justement, aussi un autre point, c'est interdiction des transactions de plus de 3 000 € en Bitcoin. D'accord? Parce que, même chose pour... on n'a pas le droit d'acheter plus de 3 000 € d'un seul coup en cash. Bitcoin. En cash. Oui. Même chose pour toutes les opérations en cash. Voilà. Mais rien ne nous empêche à l'étranger de prendre en dollars, arriver aux États-Unis et... Non. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous êtes intéressé par ce document, qui est à peu près le seul document de référence législatif autour du Bitcoin, cherchez Sapin Bitcoin. Excusez-moi, comme je suis arrivé un peu en retard, on en avait peut-être parlé, mais aujourd'hui, en 2015, Silk Road et le Bitcoin, ça a toujours un lien? Oui. Aujourd'hui, l'achat de drogue sur Internet est encore un pourcentage non négligeable de l'utilisation du Bitcoin dans le monde. D'accord. Nous, ici, Ledger, la maison du Bitcoin, on espère que ce pourcentage va diminuer au fur et à mesure du temps pour représenter un petit pourcentage et que la grosse majorité des transactions sera des transactions entre business, entre particuliers, sur des trucs parfaitement légitimes. D'accord, merci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut traquer la possession de Bitcoin parce que vous demandez des identités, mais bon, évidemment, il y a l'anonymat sur les transactions. C'est ça. Avec la blockchain, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une base de données complète de toutes les transactions Bitcoin qui ont pu exister. Donc on va pouvoir remonter. Si vous me donnez n'importe quelle adresse Bitcoin, en 2 secondes, je peux vous obtenir l'ensemble des transactions entrantes et sortantes sur cette adresse. Ça, c'est toujours quelque chose que c'est assez difficile pour les gens à entrevoir. C'est qu'on a une transparence totale sur l'ensemble des transactions. Tout ce qu'on n'a pas, c'est la correspondance entre l'adresse en question et l'identité de la personne au départ. Or, nous, ici à la maison de Bitcoin, si vous venez chez nous pour acheter des Bitcoins, clairement, on fera cette correspondance. Mais on ne la donnera pas. Éventuellement, si la police venait nous voir avec une... j'ai oublié le terme juridique. Non. Un ordre d'un juge dans le cadre d'une enquête, c'est une commission rogatoire.
Si un policier venait avec une commission rogatoire, bien entendu, nous serons obligés de lui donner la correspondance entre l'adresse Bitcoin et l'identité de la personne à qui nous avons vendu les Bitcoins. En fait, la chose que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible qu'il y a un anonymat dans la transaction, un anonymat dans la possession de ce Bitcoin, et le fait qu'on doit donner une pièce d'identité. Et justement, c'est comme les comptes suisses. Comme C'est comme les comptes suisses. Alors, vous avez un numéro et on ne sait pas qui vous êtes. c'est un peu ça, oui, oui, tout à fait. Sauf qu'on génère les numéros comme on veut. Donc C'est ça. je vois pas. Après, Mais justement, l'idée de M. Sapin, c'est de dire, ok, à un moment, il va falloir qu'on fasse la correspondance entre le numéro en question, l'adresse en Bitcoin et l'adresse et l'identité de la personne. Et ça va être fait pour une adresse. Ça va être fait pour une une adresse. adresse. Après, ça arrive sur mon wallet. Oui. Je recrée une adresse et là, on ne sait plus que c'est moi. Sauf que, comme la blockchain est complètement transparente, si éventuellement les services de l'État s'intéressent suffisamment à votre adresse, Bah, ils vont essayer de traquer l'ensemble des transactions qui sont parties de cette adresse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme pour n'importe quel compte. Comme pour n'importe quel compte. Et je dirais, souvent on se dit oui, Bitcoin c'est l'anonymat, etc. On parle maintenant souvent de Bitcoin comme étant une monnaie pseudo-anonyme. Parce que si vous voulez rester anonyme, bah, utilisez des valises de billets. Parce que là, vous n'aurez pas de traces, vous n'aurez pas d'historique. Avec le Bitcoin, on a un historique de toutes les transactions. Et imaginez, dans 5 ans, on peut toujours revenir en arrière et revoir que dans 5 ans, tiens, cette adresse-là a envoyé des Bitcoins à telle autre adresse, etc. À qui elle appartenait? Ah ben tiens, allons voir cette personne pour savoir à qui elle a envoyé des Bitcoins, et ainsi de suite. On peut remonter de proxy en proxy sur l'identité d'une personne. Si on a juste un élément quelque part dans la chaîne, et si on a la volonté pour le faire, si l'enquête est suffisamment importante, on va pouvoir remonter assez fortement. Si on utilise du cash, on est complètement anonyme par contre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors comment on peut blanchir de l'argent avec le Bitcoin? Alors, si vous arrivez à sortir... Alors, imaginez, je viens à la maison de Bitcoin, j'achète pour 5 000 € de Bitcoin. Ensuite, je vais dans un pays aux Bahamas et je trouve quelqu'un pour m'acheter mes Bitcoins en dollars. J'ai récupéré des dollars, je suis aux Bahamas, je peux les mettre sur un compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si un jour je veux les récupérer et les remettre en France, ça va être beaucoup plus difficile. Vous voyez, c'est exactement la problématique que le cash. La seule différence par rapport au cash, c'est que vous n'aurez pas une valise que vous baladez avec, vous aurez juste votre téléphone portable. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, la problématique est la même. Si le fisc commence à s'intéresser à vous et qu'il voit arriver sur votre... qui voit partir de votre compte en banque 500 000 €, qui voit arriver sur votre compte en banque 1 million d'euros, évidemment, on va vous poser des questions. Et ça ne change rien que vous soyez passé par le Bitcoin ou pas. Pardon. Vous allez accepter combien en cash au max? En cash, comme la loi nous autorise, c'est-à-dire 3 000 € par jour. On a une limite de 10 000 € par semaine, si je me souviens bien. Notez qu'à partir du mois de septembre 2015, cette limite va être drastiquement rabaissée à 1 000 €. On n'aura plus, sachez-le, à partir du mois de septembre 2015, vous n'avez plus le droit de payer au-delà de 1 000 € chez un marchand en espèces. Même chose en Bitcoin. Par contre, si vous venez avec une carte bleue, vous n'avez aucune limite. Parce que, évidemment, on a l'autorisation de la banque et ça devient leur problème. Oui. Si je meurs, est-ce que je peux léguer mon adresse privée à quelqu'un? Bien entendu. Il y aura des droits de succession à la Est-ce que ça n'a pas prévu ça aussi? C'est intéressant. Seulement si c'est changé en euros. Voilà, exactement. Seulement sur le les jour. Bitcoin, non alors. Je ne pense pas, non. Non, parce que c'est pas considéré comme une monnaie. Vous avez un article de loi, si je me souviens, article 224 du Code pénal qui dit la seule monnaie en France, c'est l'euro. D'accord? La seule monnaie en France, c'est l'euro. Donc tout le reste n'est pas une monnaie. Le Bitcoin n'est pas une monnaie. On va dire c'est un moyen d'échange, c'est un service financier, c'est quelque chose, mais c'est pas une monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est moi, c'est identifié avec moi. Potentiellement. Donc si je meurs, ça va être identifié avec pas forcément. Mon héritier. Pas forcément. Ça peut... Je ne pense Ou pas. alors est-ce que les bitcoins se perdent quand quelqu'un meurt? Alors si jamais vous n'aviez pas pris la précaution de dire à vos héritiers
que vous aviez ce montant en Bitcoin sur cette adresse privée, etc., évidemment, ça disparaîtrait avec vous. Vous pourriez très bien imaginer, par exemple, mettre une copie sur une clé USB de votre clé privée protégeant le Bitcoin chez un notaire, par exemple. Ce serait tout à fait possible. Potentiellement chiffré avec un mot de passe que seuls vos héritiers connaîtraient. Ça va devenir compliqué de revenir. Tous les comptes et les mots de passe qu'on a. Alors, on peut aller encore plus loin. Il y a des gens qui préparent des choses qui sont très intéressantes, qui sont la chose suivante. Imaginez qu'un jour, vous dites, ok, je vais organiser mon testament. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, ok, je fais une transaction. Je fais une transaction Bitcoin de mon adresse vers celle de mes héritiers. Okay. Seulement, c'est une transaction spéciale. C'est une transaction qui ne sera réalisée qu'à une condition. La condition, c'est évidemment ma mort. Et vous aurez ce qu'on va appeler un oracle, par exemple un notaire, qui le jour où vous serez morte, il dira, je vais publier une transaction qui dit cette personne est morte. Et automatiquement, ça va déclencher la transaction que vous aviez décidée. Vous voyez ce que je veux dire? Automatiquement, la transaction va passer, va être exécutée au moment où le notaire aura confirmé votre mort. Vous voyez ce que je veux dire? On peut appliquer ce principe pour des choses beaucoup plus triviales et beaucoup moins sinistres. Par exemple, en disant les paris sportifs. Je pourrais très bien dire, ok, telle entreprise fait une transaction vers mon adresse qui ne sera réalisée que si l'équipe du PSG aura gagné son match. Et n'importe qui peut vérifier que la transaction est valide. Dès que l'équipe du PSG gagne, quelqu'un, ce qu'on appelle un oracle, va dire oui, le PSG a gagné, ce qui va déclencher la transaction et me verser les bitcoins en question. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que ça s'appelle pareil partout? Bitcoin, oui. C'est le nom que, oui, dans toutes les langues. Oui. Il n'y a pas de traduction. Non, pas à ma connaissance. Peut-être en chinois, mais je ne sais pas. Excusez-moi, vous vendez aussi d'autres crypto-monnaies, genre non. Bitcoin? Non, ça complexifierait les choses. Surtout que, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ça représente à peu près 92 ou 93% de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Donc ça reste quand même vraiment très très petit, les autres altcoins. Donc on ne s'occupe pas de ça. À votre connaissance, quelles sont les autres crypto-monnaies qui commencent à prendre? Le Litecoin peut-être? Le Litecoin, on peut peut-être citer le Dogecoin, et tout le reste, c'est vraiment des poussières. Vraiment. Pareil, on nous a demandé si on pouvait faire en sorte que le Ledger Wallet supporte le stockage d'autres crypto-monnaies. C'est pareil, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est vraiment pas notre priorité. Monsieur. J'ai une question tout à l'heure, parce que vous parlez des différentes façons de faire des transactions. En fait, il est possible de faire des transactions vers des téléphones qui ne sont pas des smartphones? Éventuellement, on peut même faire des transactions vers des wallets papier. Si je prends une feuille de papier, si j'écris une adresse privée dessus, et si j'écris l'adresse publique correspondante, ben je peux faire des transactions dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'empêche. Elle est validée comment sur un papier? Elle est validée parce que c'est moi qui envoie. C'est ma signature, c'est mon adresse privée qui fait la transaction vers l'adresse qui est stockée sur une feuille de papier. Par contre, le jour où vous voulez récupérer les bitcoins et les renvoyer ailleurs, là vous serez obligé de récupérer l'adresse privée sur la feuille de papier pour l'intégrer dans une application bitcoin pour pouvoir les réutiliser. En fait, je pose la question par rapport à l'envoi d'argent dans oui. des pays où il n'y a pas forcément de smartphone. Aucun problème. Aucun problème. La seule problématique que vous avez, c'est une fois la personne qui a récupéré les fonds, comment elle va faire pour les réutiliser. Alors, il y a quelque chose éventuellement que vous pourriez creuser qui s'appelle BitPesa. Vous connaissez M-Pesa? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, M-Pesa est un système notamment utilisé au Kenya, qui est un système où les gens peuvent s'envoyer de l'argent par SMS. Alors c'est extraordinaire parce qu'au Kenya, beaucoup de gens ont des téléphones portables qui sont juste capables d'envoyer des SMS et qui permettent donc de faire un système de paiement très simple, juste avec un SMS, de se dire j'envoie à tel numéro, telle quantité. Il y a des gens qui ont fait une surcouche sur M-Pesa qui fonctionne avec du Bitcoin. C'est-à-dire au lieu d'envoyer la monnaie locale, eh ben, je vais pouvoir envoyer des bitcoins par un téléphone tout simple, un téléphone Nokia, à travers des SMS. Vous voyez, donc ça c'est un système éventuellement sans un smartphone. Dernier point, vous avez également Mozilla qui ont déjà publié un téléphone très très bas coût, qui si je me souviens coûte $25,
et qui a été publié en Inde. Et si je me souviens, une des toutes premières applications, ça a été un client Bitcoin. Oui. Madame. Dans les 90% et quelques pourcentage de Bitcoin sur les crypto-monnaies, vous n'incluez pas tout ce qui est monnaie illimitée, type Facebook Credit, des choses comme ça. C'est juste les monnaies à nombre limité, comme le Bitcoin. Pas forcément. Dans les mécanismes que j'ai considérés, on considère ce qu'on appelle les altcoins. Altcoins, ce sont l'ensemble des monnaies qui ont été créées sur le même modèle que le Bitcoin. C'est-à-dire avec un mécanisme de clé privée et clé publique. C'est un mécanisme qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Donc clé privée et clé publique, avec le système de blockchain, c'est-à-dire l'ensemble des transactions présentes sur la toile et distribuées entre des nodes. Vous voyez? Donc ce mécanisme-là, ça a été repris par à peu près 600 crypto-monnaies et le Bitcoin représente à peu près 92% de la valorisation totale. D'accord, mais une des caractéristiques principales, c'est justement d'être un nombre limité, enfin, c'est de l'or virtuel. Oui, bien sûr. Vous avez certaines des crypto-monnaies créées sur le modèle du Bitcoin qui n'ont pas de quantité maximale. On peut notamment citer ce qu'on appelle le Ripple. Doge, il n'y a pas de limite? Ok. Oui. On l'a pas dit tout à l'heure, mais dans les plateformes d'échange, quelles monnaies peuvent s'échanger contre du Bitcoin? On a dit dollars, euro, dollar, yuan. C'est bon. Rouble. Rouble. Le rouble aussi. Rouble, oui, il y a une plateforme russe. Je crois que c'est à peu près tout. Et le yen? Je sais, yen, plus maintenant. Le japonais, non? Oh si, il devait y avoir des plateformes. Peut-être yen, oui. Je sais j'avais vu il y a quelques jours une nouvelle selon laquelle il y a des gens qui veulent lancer une nouvelle plateforme d'échange en Argentine. À voir. Il y a des plateformes qui se créent au fur et à mesure. Rien n'empêche. Rien n'empêche. On a des gens qui viennent nous voir en disant bonjour, je voudrais. Ce sont des plateformes de stockage et d'échange, c'est ça? Surtout d'échange. Surtout d'échange. Stockage, c'est secondaire, c'est vraiment l'échange. C'est l'équivalent du forex. C'est-à-dire vous arrivez, vous dites je lance un ordre d'achat de X Bitcoin à tel prix, etc., sur telle condition, etc. Ça peut devenir relativement compliqué. C'est là où également on trouve pas mal de spéculateurs qui essaient de gagner quelques centimes par transaction, etc. etc. Ne faites pas ça, vous perdez votre chute. Oui, je voulais juste revenir sur un truc que j'ai pas bien saisi, c'est au niveau de... Vous aviez donné l'exemple d'un Irlandais qui a perdu... parce que lui, il générait du Bitcoin, c'est ça? Il a perdu le support physique et c'est foutu. Moi, à titre individuel, imaginons si j'achète chez vous, ou je sais pas, je le stocke, soit sur le Ledger Wallet ou sur mon ordinateur, je sais pas. Oui. Si je scratch mon ordi ou le truc... Alors, c'est une copie, c'est ça? C'est ça. Si vous avez une copie, gardez à l'esprit qu'une clé privée, c'est une chaîne de caractères pas très très longue en plus. C'est juste ça qu'il faut retenir en fait. C'est ça. C'est quelques kilo-octets. Quelques kilo-octets. Donc ça peut tenir sur une clé USB, ça peut tenir même sur un morceau de papier. Donc très très simple à conserver. Sécurisons un peu cette clé privée. C'est ça. Si Par vous ailleurs, gardez... il n'y a pas besoin de support. Enfin, il n'y a pas de support physique. Potentiellement non. Sauf que si vous la gardiez par exemple sur une feuille de papier, vous serez obligé de la réimporter dans une application pour pouvoir dépenser des bitcoins. Vous voyez ce que je veux dire? Le Ledger Wallet a cet avantage que vous n'êtes même pas obligé de le conserver ailleurs. Vous pouvez juste le conserver sur le Ledger Wallet et l'utiliser en toute sécurité. Bien évidemment, vous pouvez faire des sauvegardes de votre clé privée en gardant à l'esprit que plus vous faites de sauvegardes, plus vous risquez d'exposer la clé privée à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Plus de questions déjà? Nous en France, on peut, évidemment, on peut acheter des tas de choses avec des bitcoins là où on peut acheter des choses avec des bitcoins en ligne. Oui. Et finalement, l'intérêt là tout de suite maintenant, quand on vit en France, d'en avoir, c'est quoi? Deux intérêts potentiels. Premier intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la sécurité des paiements. Moi,
à chaque fois que je peux avoir l'occasion de pouvoir payer en Bitcoin, je paye en Bitcoin parce que ça m'évite d'exposer les données de ma carte bleue. Ça, c'est déjà un avantage assez important. Un autre avantage, c'est par exemple, on est allé l'autre fois avec des collègues au restaurant. Et alors très simplement, il y en a un qui a payé toute la note en euros avec sa carte bancaire, et tous les autres ont sorti leur téléphone et l'ont remboursé en Bitcoin. Ça permet de pouvoir rembourser au centime près et d'éviter les calculs compliqués, etc. Vous voyez, tout simplement. À plus long terme, quelque chose qui peut être intéressant, c'est qu'il faut considérer le Bitcoin comme un investissement potentiel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en 2010, un Bitcoin, ça valait rien. Ça valait des centièmes de dollars. Des centaines de centimes de dollars. La toute première transaction en Bitcoin, c'était quelque part en 2010, où quelqu'un a payé une pizza pour le prix de 10 000 Bitcoins. C'est la toute première transaction. Ensuite, le prix a commencé à augmenter. En avril 2013, le cours du Bitcoin était aux alentours de 25 € par Bitcoin. D'accord ? À ce moment-là, la Chine a découvert le Bitcoin. Les Chinois se sont rués sur la chose, mais comme pas possible. Et le cours est monté en décembre 2013 jusqu'aux alentours de 850 € le Bitcoin. Donc en 6-7 mois, on est passé de 25 à 850 €. C'était une fièvre mais monstrueuse. C'était sa plus grande avancée? Oui, c'était le maximum qu'on a pu atteindre, c'était aux alentours de 850 €. C'était pas la crise chypriote? C'était vraiment, je pense, en rapport avec le marché chinois qui a vraiment sauté à pieds joints sur le Bitcoin. En 3 mois, on a vu 3 ou 4 plateformes d'échange s'ouvrir en Chine. Ensuite, au mois de janvier-février, là il y a eu 2 grosses, très mauvaises nouvelles. Premièrement, la chute de Mt. Gox. Et deuxièmement, le gouvernement chinois qui a mis de très fortes restrictions sur les échanges en Bitcoin. Le gouvernement chinois a en fait interdit l'échange entre le Bitcoin et le yuan, la monnaie locale chinoise. Ils n'ont pas interdit la possession de Bitcoin, mais juste l'échange. Donc ça, les Chinois sont repartis en courant du Bitcoin et le cours est retombé assez bas, aux alentours de même 160 € le Bitcoin, avant de remonter aujourd'hui à 230-240 €. Voilà, pour vous donner à peu près une idée. Donc certes, on connaît de très fortes fluctuations. Si on enlève la bulle chinoise qui a eu lieu du mois d'avril 2013 jusqu'à février 2014, on est encore sur une progression qui est constamment en hausse. Du coup, ça peut valoir le coup pour quelqu'un qui veut mettre un peu d'économie à l'abri, d'acheter quelques bitcoins, de les garder sur une adresse dans un coin et de voir au bout de 3, 4, 5 ans qu'est-ce que ça peut devenir. Et est-ce qu'on ne peut pas faire le système que, par exemple, automatiquement, ma banque vire 50 € pour acheter des bitcoins tous les mois? Déjà, si vous parlez de bitcoin, votre banquier va commencer à vous regarder dans le gros terme. Pour tout vous dire, nous à la maison du bitcoin, vous voyez, on a une entreprise qui a pignon sur rue. On fait nos comptes, on a nos comptes qui sont audités, etc. À partir du moment où on a dit le mot bitcoin à 2 banques, les 2 nous ont fermé notre compte en banque, sans même nous poser d'autres questions. Parce qu'on avait dit bitcoin, parce qu'on fait du business avec le bitcoin. Alors là, on a réussi à finalement trouver une banque, la Banque Postale, allez-y, c'est très bien, qui a accepté de nous ouvrir un compte et de nous conserver. Mais disons que les banquiers, pour l'instant, ils ne veulent absolument pas voir quoi que ce soit avec ça. Notez qu'une des banques qui nous ont fermé notre compte, c'est quand même la HSBC, qui ont déjà pas mal de casseroles et qui donc clairement veulent éviter d'en avoir des supplémentaires. Voilà. Donc clairement, votre banquier, jamais il acceptera de vous verser quoi que ce soit en Bitcoin. Donc, vous pouvez par exemple soit ouvrir des comptes sur des plateformes en ligne, soit venir à la maison du Bitcoin pour pouvoir acheter des Bitcoins. Un des avantages que vous décrivez, c'est effectivement le protocole en termes de sécurité et pour un marchand, le fait que la transaction coûte moins cher. Juste entre parenthèses, un deuxième avantage énorme pour le marchand, c'est qu'une transaction Bitcoin est impossible à revenir en arrière. Il n'y a aucune possibilité, une fois que la transaction est partie, de l'annuler. Là, il y a beaucoup d'instituts financiers traditionnels qui en fait sont en train d'envisager d'introduire le protocole blockchain dans les transactions normales. Oui. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je me souviens bien, il y a 9 intermédiaires dans une transaction. On parlait de Swift, je pense. Oui, Swift, là, le
l'inter-exchange et tout ça. Oui, oui. Et donc en fait, il y a effectivement cette volonté aussi pour les banques d'introduire le blockchain pour éliminer certaines des infrastructures legacy qui aujourd'hui sont obligées d'utiliser. Tout à fait. Donc imaginez que demain, Visa ou HSBC, la Banque Postale, utilisent le blockchain donc, et tous les bénéfices du Bitcoin. Quel est l'intérêt pour les personnes de continuer à utiliser le Bitcoin alors que je pourrais utiliser l'euro en ayant exactement la même sécurité et sans avoir mon banquier qui me fait mon compte bancaire? La décentralisation, tout simplement. Parce que, alors, pour vous donner un exemple facile, Apple vient de créer sa crypto-monnaie sur exactement le même modèle, c'est-à-dire vous avez une clé privée, une clé publique, etc. Vous allez pouvoir sécuriser très fortement les transactions. Cependant, vous allez être toujours plus ou moins à la merci de l'entreprise Apple. Si Apple le décide, et puis Apple est une entreprise de droit américain, donc en utilisant le système de crypto-monnaie Apple, vous n'allez pas pouvoir envoyer de l'argent en Iran. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas pouvoir envoyer de l'argent en Corée du Nord ou en quoi que ce soit. Si Apple le décide, si le gouvernement américain le décide, Apple va vous vider votre compte et le donner au gouvernement américain, etc. Si Apple décide de changer ses conditions d'utilisation, eh ben, vous aurez qu'à dire oui, je clique et je dis OK. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le modèle centralisé, vous allez être constamment à la merci soit d'une éventuelle faillite du propriétaire du système, soit qu'il vous impose des conditions que vous ne saurez absolument pas accepter. Si on part sur ce principe-là, il faut se rappeler que en fait, le Bitcoin n'est que l'application de la décentralisation qu'on voit sur Internet sur un tas d'autres modèles. Prenons, par exemple, si vous connaissez, il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait CompuServe et AOL. Pour ceux qui sont les plus âgés parmi nous, vous avez peut-être connu AOL et CompuServe, qui étaient en fait le tout début de ce qu'on pouvait trouver sur Internet il y a une vingtaine d'années. Donc qu'est-ce que vous aviez? Vous arriviez sur une plateforme où vous aviez d'un côté la météo, de l'autre les nouvelles, et une plateforme complètement fermée d'où vous ne pouviez pas vraiment sortir. Tous les services étaient plus ou moins payants, c'était vraiment très très limité. Le jour où les gens ont découvert le web, ils se sont rapidement enfuis d'AOL et CompuServe pour ne plus jamais y revenir. La différence, c'est que vous aviez une plateforme qui était complètement centralisée, où le propriétaire de la plateforme pouvait décider ce que vous aviez le droit de voir ou pas, et pour quel prix, pour quelles conditions, etc. Pour arriver dans un modèle décentralisé, vous avez des millions de machines toutes interconnectées, et vous n'avez pas de propriétaire central. Vous voyez? Décentralisation. Vraiment l'application de ce principe-là. Même chose pour l'email. À aucun moment, vous n'avez de propriétaire central pour l'email. Vous pouvez vous installer un serveur de mail n'importe où et immédiatement vous pouvez commencer à échanger des mails avec qui vous voulez. Il n'y a pas de centralisation sur l'email. Internet a vraiment cette tendance à décentraliser tous les problèmes, à décentraliser toutes les technologies. Et le Bitcoin, c'est en fait que l'application de la décentralisation provenant d'Internet au concept de monnaie. Allez-y. Les avantages, tout à l'heure, vous parlez pour les marchands de la réversibilité, et pour moi, ce que tu as fait, ça coûte rien la transaction. Parce qu'aujourd'hui, un marchand paye pour pouvoir accepter des paiements. Donc, sauf si c'est un cash, même il y a un peu plus de cash. Oui, bien sûr. L'histoire de. Aujourd'hui, le Bitcoin est encore lié à tout ce qui est économie underground, donc tout ce qui est drogue, blanchissement et autre chose. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un levier d'anonymat, ça serait peut-être un levier pour justement passer de ça à un usage démocratique, plus ouvert, plus massif du Bitcoin et plus de commerce, pour l'Orient? Alors, de fait, le phénomène va pouvoir se produire naturellement. Parce que si vous allez sur un site et que vous achetez un ordinateur, si vous allez sur Expedia et que Dell, les ordinateurs Dell acceptent déjà le Bitcoin aux États-Unis, si vous avez un site pour acheter un ordinateur, si vous avez un site pour acheter un ticket d'avion, forcément vous allez donner votre identité. D'accord? Vous allez vous faire livrer chez vous votre ordinateur, vous allez mettre sur votre ticket d'avion votre nom et votre identité. Donc là, vous avez déjà perdu votre anonymat. Vous voyez ce que je veux dire? Au fur et à mesure que le contact du
Bitcoin avec le monde réel, avec l'économie réelle, va se développer, l'anonymat va avoir tendance à disparaître de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quels sont les sites français? Français? Très très peu. Expedia, mais c'est un site américain. À ma connaissance, à peu près aucun. Il y avait Monoprix qui avait fait une grande annonce il y a 6 mois environ, vous en avez entendu parler, qui disait l'année prochaine, vous verrez, on accepte le Bitcoin. On attend. Il n'y a rien eu depuis, mais vraiment rien. Je pense que le gars qui a dit ça, il va se faire taper sur les doigts. Quels sont vos prévisions, justement, vous êtes la maison de Bitcoin, qui veut faire pour démocratiser ça autour de tout le monde et de l'entreprise française? Oui. Quelles sont vos prévisions? Quels sont vos avancements? Alors, nous nous concentrons spécifiquement sur une problématique. Vraiment, une problématique, c'est comment est-ce qu'on peut assurer qu'un utilisateur final, vous, moi, le consommateur final, comment est-ce que le consommateur final va pouvoir conserver ses bitcoins de la façon la plus sécurisée possible. C'est vraiment ça la problématique qu'on cherche à résoudre. Donc c'est pour ça le produit qu'on propose. Après, pour tout ce qui est service des entreprises, on va essayer de voir si les services peuvent se développer, mais il y a d'autres acteurs sur le marché. On essaie de rentrer en collaboration plus ou moins avec eux. Pour l'instant, on voit venir. Monsieur, c'est fermé la vente des bitcoins malheureusement. Oui. Bitcoin est un système vertueux, puisqu'en fait, plus il y a de possesseurs de Bitcoin, plus il y a d'acheteurs potentiels, plus les commerçants vont l'accepter, qui à leur tour vont intéresser les... Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, il y a un système vertueux, est-ce qu'il n'y aura pas justement quelque chose qui serait contre ce système-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou l'ascension? Historiquement, il y a quand même évidemment une méfiance de la part des gens envers un système économique fondamentalement nouveau. On se dit, pourquoi est-ce que j'utiliserais ça plutôt que l'euro? Alors même si on peut faire valoir des avantages, notamment au niveau de la sécurité, au niveau de la rapidité, ce n'est pas forcément des avantages qui sont monstrueux. On peut concevoir par contre que beaucoup de pays du tiers-monde, eux, ils voient un sacré avantage. Je parle notamment de pays, notamment en Amérique du Sud, qui connaissent une très très forte inflation et qui aimeraient bien pouvoir conserver leurs avoirs de façon un peu sécurisée pour éviter l'hyperinflation au niveau de leur monnaie locale. On peut penser que potentiellement, c'est peut-être de la part des pays du monde moins développés, voire des pays en voie de développement, que vraiment une grosse poussée du Bitcoin pourrait parvenir. On l'a vu d'ailleurs avec la Chine. On l'a vu avec la Chine, avec les gens qui cherchaient justement à échapper un peu à la chape de plomb du gouvernement chinois sur l'économie. Malheureusement, ça a vite été refermé. À voir qu'est-ce qui peut se développer à l'avenir. La Grèce ou les Chypriotes pourraient être des utilisateurs potentiellement. potentiels du Bitcoin. Alors, Chypre, c'est malheureusement un mauvais exemple, parce qu'en 2013, vous vous souvenez probablement de ce qui s'est passé en 2013 à Chypre, où le gouvernement chypriote s'est dit, tiens, ce serait une super idée si on prélevait 10% des avoirs sur tous les comptes bancaires des gens à Chypre. Au final, ils l'ont fait uniquement sur les comptes en banque des gens qui possédaient plus de 100 000 $, si je me souviens bien. Mais clairement, ça a un peu réveillé les consciences, où les gens se sont dit, tiens, mon compte en banque, finalement, il n'est pas si à l'abri que ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre moyen éventuellement de protéger mes avoirs? Alors, il y a des gens qui ont ouvert notamment une banque Bitcoin à Chypre, mais ça a très très mal fini. En quelques mois, ils ont fermé. Après, ça, c'est différent, les entrepreneurs particuliers qui réussissent ou pas, qui sont plus ou moins honnêtes ou pas. Malheureusement, sur cette expérience-là a été une mauvaise expérience. On peut, alors j'avais entendu parler des choses intéressantes en Ouganda. L'Ouganda, un pays africain qui est quand même pas très très développé, il y a des gens qui reçoivent des fonds de gens qui sont de la diaspora africaine ici en Europe, qui envoient des fonds sur une adresse Bitcoin locale chez eux, et les gens peuvent payer un commerçant local qui vend des produits de première nécessité, de l'huile, du riz, des choses comme ça, et qui acceptent le Bitcoin. Donc du coup, on commence à avoir un peu ce cercle vertueux dont on parlait,
où on n'est pas obligé immédiatement d'échanger en monnaie locale les bitcoins qu'on reçoit pour pouvoir en tirer un profit. Si on peut déjà pouvoir payer ses courses en bitcoin, bah ensuite c'est le marchand lui-même qui lui va devoir se faire rembourser en monnaie locale, mais on commence à augmenter un peu l'écosystème. Il faut un contact avec l'économie réelle. C'est ça. Convaincre le prix alors. Il faut éventuellement convaincre le prix. Mais l'idée c'est de dire, si je peux payer un marchand en bitcoin, c'est déjà bien. Si le marchand lui-même peut payer ses fournisseurs en bitcoin, là c'est déjà merveilleux. Si le fournisseur peut payer ses matières premières en bitcoin, là on a terminé. Et les salaires? Et les salaires éventuellement. À la maison du bitcoin, certains de nos employés reçoivent une partie de leur salaire en bitcoin. Et pour convertir ces bitcoins en argent, en devise locale, on passe par cœur organique. Alors, soit ici à la maison du bitcoin, nous on rachète des bitcoins. Donc vous le reversez sur un compte Non, on vous donne des espèces. Des espèces? Oui. Alors évidemment, si c'est des très très grosses quantités. Parce qu'après, il y a des quantités qui peuvent valoir à ceux qui. Alors, si c'est des grosses quantités, évidemment, on fera un virement sur votre compte en banque. Mais en général, on va dire c'est des petites quantités. Vous savez, nous, ici, on achète et on vend du bitcoin. C'est même pas notre objectif principal. Comme je vous disais, notre cœur de métier, ça va vraiment être la sécurisation des portefeuilles. Nous, l'intérêt de vendre et d'acheter du bitcoin, c'est pour en mettre dans les mains des gens. Pour un peu faire démarrer la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on imagine, on va être cercle vertueux, mais si de plus en plus de demandes sur le bitcoin, etc., donc sa valeur par rapport aux devises augmentées, si les gens veulent en bénéficier et se dire ok, moi, j'en ai, ça vaut autant maintenant, je vais où pour convertir tout ça? Comme je vous disais, soit ici à la maison du bitcoin, soit sur les plateformes en ligne. Voilà, soit il existe un site qui est intéressant qui s'appelle Local Bitcoin. Local Bitcoin, c'est un site de mise en relation entre particuliers. Donc vous pouvez par exemple vous inscrire sur Local Bitcoin, dire j'ai un demi-bitcoin à vendre, je le vends à tel prix, vous trouvez un acheteur, vous vous donnez rendez-vous dans un bar, dans la rue, n'importe où, vous faites l'échange, vous échangez l'argent, vous avez terminé. Et du coup là, clairement, vous êtes complètement anonyme, par exemple. Il y a le broker aussi. Oui, les plateformes d'échange en ligne. Ah oui, broker. Et oui, il faut citer également un service qui est très intéressant, qui est d'ailleurs hébergé chez nous, qui est un site qui met en relation des gens. J'ai des bitcoins, je voudrais acheter un livre sur Amazon. Malheureusement, pour l'instant, Amazon ne prend pas les bitcoins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Broker, B-R-A-W-K-E-R, et je vais trouver quelqu'un qui va accepter de m'acheter mon livre sur Amazon avec sa carte bleue et de le livrer chez moi. Moi, je vais payer cette personne en bitcoin, la personne va payer Amazon en espèces, enfin avec sa carte bleue, et tout le monde va être heureux, par exemple. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche également dans les deux sens, c'est moins acheter. Et comment, pardon, le nom? Broker, B-R-A-W-K-E-R. Donc c'est une start-up française également. Il peut y avoir des crédits avec des bitcoins? Oui, il y a des gens qui se sont lancés dans leur prêt en bitcoin. BTC Jam. Oui. Alors, BTC JAM est à peu près le site le plus connu. Mais malheureusement, là il y a clairement un problème. Là il y a clairement un problème, c'est si vous prêtez des bitcoins à quelqu'un, bah, tout simplement la personne va vous donner une adresse bitcoin, vous allez lui envoyer les bitcoins sur son adresse. Ensuite vous attendez ce que la personne vous rembourse. Alors si elle vous rembourse, ça très bien. Si la personne ne vous rembourse pas, le problème c'est que vous n'êtes pas une banque. Donc vous ne pouvez pas lui envoyer des huissiers. Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, vous pouvez toujours vous faire une reconnaissance de dette, mais vous allez devoir passer par un tribunal, ça va être compliqué, ça va prendre très très longtemps. Parce que si vous étiez une banque, vous pourriez immédiatement lui saisir son compte en banque et éventuellement sa voiture ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un problème que le Bitcoin pour l'instant n'a pas réussi à résoudre. Comment on fait pour récupérer son argent si jamais on le prête à quelqu'un? Sachant que vous n'êtes pas une banque, vous n'avez aucun moyen de coercition pour pouvoir obtenir le remboursement. Une chose, qu'est-ce que vous pensez de tous ces sites, de toutes ces entreprises qui proposent des solutions de mining de Bitcoin, qui louent en fait des infrastructures pour le mining de Bitcoin et qui font miroiter en fait, le
pouvoir faire des marges justement oui. entre le prix de la location et le montant en bitcoin qui est récupéré. Bien sûr. Beaucoup de ces sites-là, beaucoup de ces sites-là sont de véritables arnaques. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui vous promettent que, pour vous dire, j'ai quelqu'un qui est arrivé encore il y a 2-3 jours, qui me dit bonjour, je voudrais acheter pour 100 € de bitcoin. Très bien. En fait, je vais les mettre sur un site et dans 10 jours, j'aurai 200 € en bitcoin. Monsieur, vous êtes sûr et tout, machin. Et oui, c'est sûr et certain, regardez, sur mon compte j'ai mis 100 € il y a une semaine, et maintenant mon compte il affiche 200 €. Je dis oui, mais si vous essayez de les retirer, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit, ah non, je ne vais jamais les retirer, parce que si je les laisse les 200, dans une semaine j'en ai 400. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, alors ça c'est les systèmes de Ponzi, voilà, c'est du Ponzi de base. Évidemment c'est facile avec le Bitcoin, parce que vous avez des gens qui du coup là ont un anonymat, qui utilisent des plateformes en Russie, etc. Non, clairement. Pour ce qui est effectivement, il y a des sites qui effectivement louent des shares de minage. Je dirais, en général, je ne pense pas qu'on peut gagner de l'argent avec ça. Plus le temps passe, de toute façon, plus moins le mining est rentable. Exactement. Plus le temps passe, plus la difficulté augmente, alors que le nombre de Bitcoin reste constant. Et encore, en 2016, vous allez avoir une division par 2. Alors là, ça va être un coup de hache sur les mineurs, ça va être monstrueux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je vois les gens qui arrivent et qui me demandent le minage, donc déjà je leur dis, est-ce que vous avez 10 millions d'euros? Alors quand ils me disent non, je leur dis, ok, les gars, vous voulez gagner de l'argent avec le Bitcoin? C'est possible. Aujourd'hui, le marché est encore complètement ouvert. Il y a plein de services qui pourraient être créés là, aujourd'hui, en Bitcoin, qui pourraient être plus rapides, qui pourraient être plus efficaces, qui pourraient être plus sécurisés que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Aujourd'hui, le marché est encore ouvert. Dans 10 ans, vous aurez des boîtes qui seront là, qui seront potentiellement des grosses boîtes qui seront implantées, et ce sera très très dur de les déloger sur des marchés qui se seront construits depuis. Donc là, aujourd'hui, c'est encore possible de créer des projets, de lancer des idées. Et c'est là que potentiellement il y a de l'argent à gagner. Pour des entrepreneurs, pour des gens qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale. De toute façon, les grosses banques, les grands organismes financiers, ils rachèteront quand ça prendra. En fait. Exactement. Ils en racontent trop. Ils attendent. Ça développe. Comme dans plein d'autres technologies. Mais clairement, il y a des services qui peuvent être créés en Bitcoin qui seront... Surtout pas. Donc notamment vous les jeunes, allez-y, lancez-vous, créez des services. Aussi. C'est quoi cette discrimination? Et donc, votre objectif, c'est de faire la promotion et de vendre de la sécurisation. C'est ça. Alors, l'objectif à très très long terme, c'est aussi de créer un véritable acteur important en France et en Europe. Regardez l'Internet. Aujourd'hui, Internet, qu'est-ce que vous avez comme acteur important français? Rien. C'est affreux à dire, mais on a vraiment raté le but. On est resté sur notre Minitel. Et on s'est fait doubler, et aujourd'hui on n'a aucun acteur de niveau absolument mondial au niveau Internet. Notre idée, c'est aussi de dire peut-être que dans 10 ans, on pourra avoir un acteur important de l'industrie Bitcoin qui soit français, qui soit avec des capitaux européens et qui ne soit pas noyé dans la masse de ce qu'on pourra avoir comme grosse entreprise. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, Ledger, dans l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors, Ledger est en fait la fusion de 3 startups françaises. La première, c'est cet espace ici, la maison du Bitcoin. La deuxième, c'est une entreprise qui s'appelait Chronocoin, qui vendait les Bitcoins notamment sur Internet. Et la troisième, c'est BT Chip, qui est une entreprise spécialisée dans les cartes à puce et la sécurisation. Donc la fusion de ces 3 entreprises a donné Ledger. Vous avez volonté de rester en France, ce que vous dites. Parce qu'il y a des Français qui ont entrepris dans Internet et qui sont partis à San Francisco. Justement, nous venons d'ouvrir un bureau à San Francisco pour pouvoir notamment obtenir des nouveaux capitaux. Mais nous avons clairement pour objectif de pouvoir conserver nos activités en France. C'est déjà plus développé aux États-Unis, je suppose. Largement, largement. Pour vous donner un chiffre, en 2014,
En 2014, l'investissement sur les startups Bitcoin était aux alentours de 400 millions d'euros. Vous savez, aux États-Unis? Oui, 400 millions d'euros. Ça commence à faire déjà des montants intéressants. Alors que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a réussi à lever 1,3 million d'euros pour développer nos produits, ce qui est déjà une quantité intéressante, ridicule par rapport à ce qu'on a pu obtenir aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert notre bureau aux États-Unis, pour pouvoir continuer à nous développer sur les investissements là-bas. Et vous les avez levés dans des fonds d'investissement étrangers? Non, français, notamment Xange, si vous connaissez. On parle de Ledger ou on parle de... Notre entreprise, Ledger. Xange, qui est le fonds d'investissement de la Banque Postale. Dernière question, mais c'est juste d'ordre général. Où est-ce qu'on peut trouver de l'info fiable sur votre site, peut-être, je sais pas, sur... De l'info, vous voulez dire au quotidien? Non, enfin l'info sur le... Sur le Bitcoin? Oui, voilà, dans le formateur. Bitcoin.fr, site de nouvelles très intéressant. Même si la plupart des nouvelles, on les trouve souvent sur les sites anglais plus rapidement, mais c'est quand même là qu'on peut trouver des choses. Là, notre PDG est en train, normalement vous l'avez peut-être déjà fini, d'être interviewé sur RTL. On est déjà passé sur pas mal de médias, notamment sur France 3, sur BFM TV Business, pas mal de médias, et sur le Berry républicain. Et voilà. Les médias, évidemment, ils trouvent pas mal d'intérêt au niveau de Bitcoin, même si les articles continuent à rester sur le côté un peu sensationnaliste, c'est-à-dire le trafic de drogue, le dark market, etc. Machin. Si vous regardez, il y a une vingtaine d'années, on avait la même chose sur Internet. Internet se repère de fabricants d'explosifs et de pédophiles, etc. Alors oui, ce genre de choses existe, mais ça a été relégué dans un pourcentage infinitésimal au fur et à mesure du temps. On espère qu'il se passera exactement la même chose avec le Bitcoin. Oui, la dernière question qui a déjà été répondue, mais je n'ai pas très bien compris, c'est concernant les 10 millions d'euros pour miner. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le matériel informatique? C'est ça. D'accord. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des puces qu'on appelle des ASIC qui sont spécifiquement construites pour le minage. D'accord. Et donc une seule puce qui fait à peu près la taille d'une clé USB a à peu près autant de puissance qu'un millier d'ordinateurs. Oui. Voilà. D'accord. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être venu. Merci.